Bonjour à tous. En cette année de grands bouleversements politiques et à quelques semaines des élections sénatoriales, nous nous intéressons aujourd'hui au rôle que va jouer le Sénat dans les prochains mois face au gouvernement et face à une Assemblée nationale renouvelée. Qu'est-ce qui distingue le Sénat de l'Assemblée? Quelles sont les spécificités du travail sénatorial? Quel opposant au gouvernement le Sénat a-t-il été ces 3 dernières années? On en débat avec de nombreux spécialistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Levade. Bonjour. Bonjour. Constitutionnaliste, professeur de droit public. Également avec moi, Denis Jambard. Bonjour. Journaliste et écrivain. Patrick Roger, vous êtes journaliste au Monde et spécialiste des questions parlementaires. Et enfin, Benjamin Morel, vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez reçu le prix de la thèse du Sénat 2017, une thèse d'ailleurs que vous avez consacrée au Sénat. Merci d'être avec nous. Et on va donc commencer par faire le bilan de ces 3 dernières années placées sous le signe de l'opposition constructive. C'est aujourd'hui une attitude très en vogue face à Emmanuel Macron qui déboussole les partis politiques. Mais la Chambre haute n'a pas attendu le nouveau président de la République pour suivre cette ligne. Le récit de Stéphane Amalian. À la majorité, je veux m'adresser pour lui dire qu'une tâche l'attend. Est une opposition constructive. C'était en 2014 et déjà, Gérard Larcher, tout juste réélu président du Sénat, militait pour que son groupe politique ne s'oppose pas systématiquement au projet de loi du quinquennat Hollande. Financement de la sécurité sociale, budget, la droite a participé aux discussions malgré les dissensions. Seule exception pour le projet de loi de finances 2017, jugé insincère par la droite. La loi Macron est sans doute le meilleur exemple d'opposition constructive au Sénat, un texte qui a presque donné lieu à des moments de complicité entre majorité et opposition. Nous passons notre vie ensemble avec Bruno Retailleau, c'est pour ça qu'il a pu mesurer dans l'hémicycle uniquement. Hein. Depuis, Emmanuel Macron est devenu président de la République. En ce début de quinquennat, le mot d'ordre reste le même au Sénat. D'opposition constructive. Alors c'est un mot qu'on répète beaucoup. À l'époque, il était moins usité. C'était un choix que j'avais fait par rapport à d'autres. Parce que je pense que le pays attend de notre part, même si nous avons des idées différentes, qu'on se préoccupe d'abord de lui. Même rhétorique pour Jean-Pierre Raffarin, encore sénateur à l'époque. Il invite ses collègues de l'Assemblée à prendre exemple sur le Sénat. Les constructifs, ils devront soutenir la réforme du Code du travail. Les constructifs, ils devront soutenir les efforts sur la sécurité, sur le développement du renseignement. Les constructifs devront corriger quand les lois sont mauvaises. Il faut aller à l'Assemblée nationale avec des gens constructifs, ne pas empêcher Macron de faire les bonnes réformes et de corriger les mauvaises. Le Sénat a donc peut-être ouvert la voie à une nouvelle façon de s'opposer. Patrick Roger, alors pourquoi le Sénat, selon vous, a-t-il opté pour cette attitude d'opposition constructive? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi plus classiquement l'opposition frontale? Je trouve que le terme opposition constructive est un petit peu exagéré concernant l'attitude du Sénat ces 3 dernières années. Pour vous, c'est une part de communication aussi de départ? Oui, voilà. Bon, parce que ça répondait aussi à certaines nuances au sein de l'opposition de droite. Mais globalement, quand même, on ne peut pas dire qu'il y ait eu, entre le Sénat et la majorité présidentielle d'alors, une vision partagée des textes de loi élaborés en commun, même sur la loi Macron. Il y a eu des échanges. Mais globalement, c'est la version de l'Assemblée nationale qui a été votée. Et en ce qui concerne les lois de finances ou les lois de financement de la sécurité sociale, considérer que le simple fait que le Sénat mettent les textes en discussion comme une attitude constructive, alors que ils venaient en discussion, mais c'était pour défaire tout ce qu'avait fait l'Assemblée nationale. On ne va pas trop y revenir, mais la majorité présidente de gauche parfois avait même refusé de travailler sur ces textes budgétaires. Donc il n'y a pas eu véritablement de co-construction. Denis Jambard, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce qu'il n'y a réellement pas eu de co-construction? Est-ce que tout de même le Sénat n'est pas moins passionnel, moins partisan? N'est-ce pas dans son ADN tout de même? Si, bien sûr, mais au lieu de la co-construction, j'ai envie de dire on devrait aller vers la coproduction législative. Alors bon, je joue avec les mots, mais c'est vrai que pour coproduire, il faut être deux.
C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté de l'Assemblée nationale, des députés, et on verra avec cette nouvelle majorité si elle a le souhait aussi d'être ouverte, d'accepter, d'écouter dans les échanges qui peuvent intervenir dans les différentes navettes, donc être sensible, et c'est aussi le président de la République qui, de ce point de vue, jouera un rôle. Est-ce qu'il y aura un esprit ouvert, une volonté de faire travailler réellement les deux assemblées en commun. Et donc ça serait vraiment un grand tournant par rapport aux pratiques précédentes. En effet, il y a eu des mots, mais les faits n'ont pas toujours suivi les mots. Anne Levade, est-ce que les clivages politiques sont moins forts au Sénat qu'à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça s'explique par nos institutions ou est-ce que, pour vous, le Sénat tout de même a réellement été dans un rôle d'opposition? Alors, il y a une tradition sénatoriale qu'on connaît, qui est aussi liée au fait que c'est sans doute celle des institutions qui est la plus fréquemment, un peu moins aujourd'hui d'ailleurs je l'observe, mais remise en cause. On se souvient qu'en son temps, un Premier ministre l'avait traité d'anomalie démocratique. Lionel Jospin, pour ne pas le nommer. Que certains, périodiquement, se posent la question de son utilité. Donc, il y a toujours une part de défi pour le Sénat à justifier, et je pense que ça participe de la manière dont il travaille. Ce qui est vrai aussi, pour revenir vraiment sur les 3 années écoulées, c'est que moi je serais un petit peu moins dur ou critique peut-être que les 2 intervenants précédents, parce que d'une part il y a eu un certain nombre de textes en raison des circonstances, et je pense notamment aux textes sur l'état d'urgence, la sécurité, etc., à l'égard desquels le Sénat a, comme l'ensemble d'ailleurs des parlementaires, plutôt soutenu le mouvement du gouvernement. Ensuite, il y a une deuxième donnée qui n'est pas négligeable, c'est que sur les 3 dernières années, on a mis en œuvre systématiquement la procédure accélérée. Et donc c'est vrai que, compte tenu du fait qu'il ne peut pas y avoir la lenteur, j'allais dire, traditionnelle de cette coproduction ou co-rédaction des textes... Une seule lecture par chambre au lieu de 2, voilà, normalement. De temps en temps, le Sénat est obligé, sur des sujets moins consensuels ou des sujets plus économiques, effectivement, d'être peut-être plus frontal dans la posture d'opposition qui est la sienne, tout simplement parce qu'il n'a, en quelque sorte, qu'une chance de faire valoir sa position, puisque si la commission mixte paritaire ensuite échoue, le dernier mot va à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, finalement, l'intervention du Sénat peut n'avoir servi à rien. Donc je pense qu'il y a aussi des paramètres qui sont liés à la manière de faire la loi. C'est d'ailleurs une question qui est pas négligeable pour l'avenir. On sait que l'un des enjeux pour les pouvoirs publics, c'est d'accélérer les choses, de pouvoir prendre des décisions rapidement et donc voter la loi rapidement. Pour autant, la question est peut-être de savoir s'il faut légiférer sur tout. Au passage, peut-être que si on légiférait sur moins de choses, on pourrait le faire plus tranquillement et donc effectivement laisser aux 2 assemblées plus de temps pour débattre et faire évoluer les textes. Ça n'a pas l'air d'être la volonté d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas l'air de s'annoncer comme ça, en tout cas sur les premières mesures. Effectivement, entre les ordonnances notamment, on en reparlera. Benjamin Morel, est-ce que selon vous, il y a eu des textes où on a vu un petit peu cette opposition constructive? On parlait des textes budgétaires, on a parlé un peu de la réforme territoriale à un moment, en tout cas lorsque Gérard Larcher avait annoncé ce mot d'ordre, il pensait à ces textes-là notamment. Si vous voulez, il y a eu 20%, 25%, ça dépend des années, de derniers mots sur les textes hors convention depuis 2014. C'est à la fois peu, c'est en même temps beaucoup. On a connu des périodes... de textes où c'est l'Assemblée nationale qui l'a emporté. Voilà, qui a eu le dernier mot. Donc c'est à la fois peu et c'est en même temps beaucoup. Pour le Sénat, tout l'enjeu est de savoir, est-ce que je vais au dernier mot ? Est-ce que je prends ce risque de voir tout mon travail remis en cause? Alors c'est un risque relatif, parce qu'avec un certain nombre de dispositions, l'entonnoir, etc., eh bien, il est vrai que même en cas de dernier mot, le travail du Sénat n'est pas totalement remis en cause, il est même en grande partie conservé. Donc il ne faut pas non plus exagérer cet enjeu-là. Toutefois, il y a un enjeu symbolique dans le dernier mot, et il y a une volonté pour les sénateurs sur un certain nombre de réformes, comme les collectivités territoriales, etc., de soit s'opposer frontalement et le Sénat représentant constitutionnellement les territoires, donc c'est essentiel pour lui. Soit de tenter de montrer que l'on peut avoir une position constructive. Ce mot de constructif, il est un peu galvaudé aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire, c'est plus une position politique que réellement une position institutionnelle pour le Sénat. Le Sénat, sous la Ve République, c'est tout de même une forme de contre-pouvoir, dysfonctionnelle par beaucoup d'aspects, mais c'est quand même une forme de contre-pouvoir. Et il faut que le Sénat tente d'exister comme une institution d'équilibre
face à une majorité à l'Assemblée nationale qui est pléthorique aujourd'hui. Eh bien justement, on va parler de la loi Macron. On va essayer de voir quelle a été l'attitude lors de l'examen de cette loi. Un texte débattu, amendé par le Sénat, dans lequel le Sénat a cherché à imprimer sa marque. Retour en juillet 2015, notre journaliste Julie Hulin faisait alors le bilan de la loi Macron. La seconde lecture devait s'achever le 6 juillet. C'est finalement en seulement 2 jours que le Sénat a mis fin au projet de loi Macron. Loin des très longs débats de la première lecture qui avait duré pas moins de 135 heures. Près des 2/3 des articles ont été votés en conformité avec l'Assemblée nationale. Pour le reste, les sénateurs de droite ont réintroduit une grande partie des dispositions libérales votées en première lecture. Avec notamment, sur le travail du dimanche, des commerces de moins de 11 salariés autorisés à faire travailler leurs employés sans contrepartie et l'augmentation de 5 à 12 du nombre de dimanches qu'un maire peut autoriser dans sa commune. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron, présent pendant toute la durée des débats, s'est satisfait du travail des sénateurs, tout en affirmant sa volonté d'ouverture pour l'avenir. J'ai souhaité que non seulement on puisse faire entrer en vigueur rapidement ce texte, mais qu'on puisse l'évaluer tous les semestres, rendre compte et regarder. Il ne transformera pas tout. Et donc les résultats positifs ou négatifs ne seront à coup sûr pas imputables en totalité à ce texte, mais nous pourrons avec un peu de rigueur en voir les effets et les mesurer. Et cela fera avancer, ce faisant, je l'espère, le débat et les propos que nous avons pu tenir. Le projet de loi Macron sera renvoyé devant l'Assemblée nationale dans les prochains jours pour une ultime lecture. Manuel Valls a d'ores et déjà annoncé qu'il se tenait prêt à réutiliser le 49.3 une 3e fois si besoin, François Hollande ayant déclaré qu'il souhaitait une adoption définitive avant le 14 juillet. Je précise que le chemin parlementaire de ce texte de loi s'est bien terminé à l'Assemblée nationale, mais il est passé grâce au 49.3, c'est-à-dire sans vote de l'Assemblée nationale. Anne Levade, le paradoxe, c'est qu'on se demande parfois à quoi sert le Sénat dans la fabrique de la loi, mais finalement, eh bien, dans ce texte, il y a quand même eu pas mal de débats et il y a eu un vote au Sénat, donc il y a beaucoup modifié le texte, même si eh bien, ça n'a pas abouti au final. Oui, alors ça n'a pas abouti au final puisque le texte n'a pas été adopté dans la version telle quelle issue du Sénat. Cela dit, l'amélioration de la qualité législative par le travail sénatorial, j'allais dire que c'est un fil conducteur aussi du travail du Sénat. Et c'est un fil conducteur auquel lui-même est très attentif. C'est-à-dire que l'un des apports majeurs du Sénat sur le travail législatif proprement dit est bien souvent, justement parce que ce sont des débats moins passionnés politiquement, donc moins frontaux à l'intérieur de l'Assemblée, c'est souvent une amélioration et un souci très particulier de la mise en cohérence des textes juridiques les uns par rapport aux autres. Sur la qualité de la loi et la solidité juridique. Exactement. C'est un peu ça l'ADN du Sénat. L'ADN du Sénat, c'est d'être expert en droit. Qui est de plus en plus nécessaire d'ailleurs, parce que très souvent, en tout cas au cours du dernier quinquennat et de 2 derniers quinquennats, la qualité des textes législatifs était vraiment incertaine. Est-ce que sur ce texte aussi, il n'y a pas eu une réelle vision politique du Sénat? Il a donné un tour plus libéral au texte sur le travail le dimanche, le rehaussement des seuils sociaux, la simplification du compte pénibilité. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Morel? Oui, d'une certaine façon, il y a une vision du Sénat. Il y a toujours une vision du Sénat au regard de la sociologie de ses élus et au regard des groupes politiques qui le composent. Je pense réellement que c'est pas là-dessus qu'existe la patte sénatoriale. La patte sénatoriale, elle est en effet sur ce souci de la qualité de la loi, sur ce souci du travail législatif bien fait, mais comme le disait le professeur Levade tout à l'heure, ça implique tout de même du temps. C'est-à-dire, si on prend... ça va poser problème dans les mois à venir. C'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'on accélère le processus législatif, le Sénat, le rôle du Sénat, ce rôle de contre-pouvoir constructif, pour reprendre les termes de Gérard Larcher, eh bien, se retrouve quelque peu en peine. On a aujourd'hui, la réforme du règlement de 2015 a été très intéressante parce qu'elle a permis, à travers un certain nombre de dispositions, voilà, comme la procédure d'examen simplifié, a permis de ménager du temps au Sénat. C'est-à-dire que le Sénat a souhaité, et ça date de loin, ça date des années 90, a souhaité se donner plus le temps pour les textes importants, ceux qui concernent les libertés, etc., pour parvenir réellement à un travail de fond qui permette de redorer son rôle. Le problème, c'est qu'il faut que le gouvernement le veuille bien. Et est-ce que le gouvernement le voudra bien? Ça, c'est une question qu'il faut lui poser.
Patrick Roger, le Sénat va-t-il devoir mettre l'accent justement sur cette expertise en droit par rapport à une Assemblée nationale renouvelée, plus jeune, qui aura eu un véritable lifting quand même cette année? Peut-être que le Sénat aussi va connaître en septembre un renouvellement. En tout cas, il y a la moitié seulement du Sénat qui sera certainement pas de même renouvelé. ampleur qu'à l'Assemblée. Mais malgré tout, on peut quand même espérer voir arriver un certain nombre de nouvelles têtes. Moi, je partage un peu les inquiétudes d'Anne Levade sur le fait que la volonté affirmée de l'exécutif et d'Emmanuel Macron lui-même, c'est de dire il faut accélérer le processus législatif. Il a même expliqué clairement dans son projet, pour lui, la procédure accélérée doit devenir la procédure normale. Jusqu'à présent, la procédure accélérée était considérée comme une procédure d'exception. Pour lui, c'est une inversion de l'ordre des choses, un peu comme pour le Code du travail. Donc, on peut quand même avoir un certain nombre d'inquiétudes en ce qui concerne le rôle du Sénat et qui, dans ce cas-là, va être amené systématiquement à miser sur la commission mixte paritaire. Et deuxième inquiétude quand même, c'est qu'avec ça, eh bien, le Conseil constitutionnel va se retrouver d'une certaine manière comme garant de l'ordre juridique, de la qualité de la loi. Ça déporte également un petit peu le rôle du Conseil constitutionnel. Et il va avoir du travail à ce moment-là. Si on revient plus sur ce qu'a fait politiquement le Sénat ces 3 dernières années, on l'a vu sur ce projet de loi Macron, il a cherché à le libéraliser davantage. C'est exactement ce qu'il a tenté de faire également sur la loi El Khomri. Denis Jambard, est-ce que l'on peut penser que le Sénat va continuer à tenter d'infléchir les textes dans cette direction? D'abord, on verra les équilibres politiques qui sortiront du renouvellement du mois de septembre. Ça va sans doute bouger. Il y a la création d'un groupe En Marche. Enfin, donc le Sénat lui-même est en train de bouger. Moi, ce que je pense, je suis bicamériste. Je défends l'idée des 2 chambres et je défends aussi l'idée que il faut qu'il y ait toujours des débats. Le débat est nécessaire. Je ne crois pas à l'étouffement du débat par des majorités obèses, etc. Et donc, il faut que ça soit un débat serein, constructif. Je pense que l'opposition brutale, simpliste est absurde. Et d'ailleurs, au fond, ça a conduit à la situation politique que nous trouvons aujourd'hui. Alors que les gens n'étaient pas dupes. Au fond, ils se sont dit, il y a des alternances, mais finalement, qu'est-ce qui change? Pas grand-chose. Donc, je crois qu'il est nécessaire que le Sénat participe, soit impliqué dans la production législative, qu'il débatte des sujets, mais de manière sereine, avec ses atouts, c'est-à-dire sa capacité à produire une loi de qualité. Anne Levade, on disait tout à l'heure, l'opposition constructive, c'était peut-être de la communication au départ, mais est-ce qu'on peut penser qu'étant donné l'évolution de la vie politique, ça va devenir quelque chose de plus tangible au sein de la vie politique d'aujourd'hui, y compris pour le Sénat ? Alors, il semble effectivement, notamment dans le cadre de l'Assemblée nationale, que ce soit une aspiration d'un certain nombre de parlementaires. Après, il va falloir voir comment c'est mis en œuvre concrètement. Et encore une fois, comme il y a un groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale qui est numériquement très important, quel est l'espace qui est laissé à cette opposition constructive? Après, pour ce qui est du Sénat, il y a quand même des choses qui ne sont pas inintéressantes. Malgré la procédure accélérée, sur les défauts de laquelle je ne reviens pas, on s'aperçoit par exemple que le projet de loi sur la moralisation, qui en réalité s'appelle rétablissant la confiance dans l'action publique, a été déposé en première lecture d'abord devant le Sénat. Donc, est-ce que ça pourrait annoncer une manière, là aussi, de traiter en quelque sorte cette deuxième chambre? C'est déjà arrivé dans le passé sur de décider que sur certains textes, et pas uniquement les textes relatifs aux collectivités, on donne une forme de priorité au Sénat. C'est évidemment pas neutre, parce que là encore, en termes de temps, je rappelle que la première assemblée saisie a toujours plus de temps que celle qui reçoit le texte ensuite. Donc ça pourrait là aussi être un gage ou un indice prometteur, encore une fois il n'est pas du tout dit que ce sera généralisé, mais un indice prometteur d'attention portée justement à ces qualités particulières du Sénat.
Il y a peut-être aussi une raison simplement de calendrier. Les ordonnances à l'Assemblée calendrier de la nationale. session extraordinaire. C'est vrai aussi, bien sûr. Bien sûr. Ajoutons aussi sur la volonté du président de la République d'aller vite, il tire aussi les leçons des 2 quinquennats précédents. C'est un temps très court. Et donc la fabrique de la loi, eh bien, évidemment, ne correspond pas tout à fait au temps présidentiel qui a besoin de résultats assez rapides. Donc on précipite le mouvement au début en espérant avoir des résultats, évidemment, à mi-parcours dans la perspective du mandat suivant. Donc c'est vrai que c'est pas très en harmonie avec le souci délibératif du Sénat. Alors, on va essayer de reparler d'un texte essentiel lors de ces 3 dernières années. Eh bien, je veux parler de la révision constitutionnelle auquel le Sénat s'est opposé. C'est son opposition à la déchéance de nationalité qui a signé la fin de la réforme constitutionnelle. Retour donc en mars 2016. Lorsqu'il annonçait au lendemain des attentats une révision de la Constitution, François Hollande imaginait-il alors qu'il allait vivre un tel imbroglio politique ? Après 4 mois de débats et de controverses, la perspective d'un congrès semble plus que jamais s'éloigner. Si l'article 1, qui vise à la constitutionnalisation de l'état d'urgence, fait l'unanimité, l'article 2 divise profondément les 2 chambres. En cause, la fameuse déchéance de nationalité, que l'Assemblée nationale a élargie à tous et que le Sénat souhaite limiter aux seuls binationaux. Depuis quelques jours, les tractations vont bon train pour essayer de faire émerger un consensus. Avec une hypothèse, la poursuite du projet de réforme avec le seul article 1 sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Mais la droite sénatoriale campe sur ses positions, refusant ce qu'elle nomme une demi-réforme. Dans un courrier adressé au chef de l'État, Gérard Larcher suggère 2 solutions. La suspension du processus de révision ou la poursuite de la navette parlementaire sur l'ensemble du texte. Demain matin, François Hollande recevra tour à tour les présidents des 2 assemblées. Une rencontre de la dernière chance avant d'annoncer son verdict. Bien, depuis, bien sûr, on connaît le verdict. C'est bien la suspension du débat parlementaire qui a eu lieu. Alors, Benjamin Morel, sur le fond, quel problème posait l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux ? Si vous voulez, ça posait un certain nombre de problèmes politiques et là-dessus, le Sénat et juridique et le Sénat a bien rempli son rôle, quelle que soit la question que pouvait poser la réforme. Le Sénat, encore une fois, c'est un contre-pouvoir. Regardez ce qui vient de se passer. On a eu un président de la République qui, au premier tour, a fait environ 24%. Vous faites un produit en croix, ça fait environ 15% des inscrits. 17, si vous voulez. Ça fait environ 15% des inscrits également au premier tour des législatives. Tout ça, par la magie de la Ve République, ça fait une république jupitérienne. Bon, le Sénat, il est là pour être le conservatoire des 85%, ou 83% si vous le voulez, des voix, et de dire que la Constitution, le texte qui organise les institutions et est le garant au bout du compte de l'adhésion de la nation à ces institutions, eh bien ce texte-là, on ne le bouge pas comme ça. Donc au-delà de cette réforme, le vrai enjeu pour le Sénat dans les années prochaines, ça va être de s'interroger sur qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce que ne peut pas faire, et combien peut être légitime la nouvelle majorité pour bouger ce texte fondamental. Anne Levade, donc Sénat conservatoire, disiez-vous. Est-ce que c'est aussi parce qu'il est garant des libertés que le Sénat s'est opposé à cette révision constitutionnelle ? Alors, il faut peut-être d'abord rappeler, au cas où il y aurait un doute, que les révisions constitutionnelles sont les textes, par définition, sur lesquels on ne peut pas se passer de l'accord du Sénat. Et là, la navette est en théorie possiblement illimitée dans le temps, sauf que, évidemment, les dégâts d'une navette illimitée sur une révision constitutionnelle sont tellement importants qu'on préfère interrompre le processus à un moment donné. Cette réforme de la déchéance de nationalité, c'était un piège politique, et j'allais dire pour tous les acteurs. Ça a été un piège politique pour le président de la République, puisqu'il l'a lancé et qu'il a été obligé de faire machine arrière. Ça a été un piège, de mon point de vue, le concernant, qui correspond aussi à une volonté de surenchère normative, c'est-à-dire pour frapper fort, allons vers la Constitution pour la réformer. Ça a été un piège, si on raisonne là d'un point de vue plus politique,
pour la droite parce qu'elle avait été à l'origine de cette demande d'échange de nationalité. Et après, ça a été un piège pour la gauche parce que dans le contexte, il était très difficile de s'y opposer puisque c'était présenté comme une mesure permettant de lutter contre le terrorisme, mais qu'en même temps, il y avait des désaccords sur les modalités même de l'organisation de cette déchéance. Un piège pour tous, en somme. Donc voilà, au final, je crois que c'était vraiment une mauvaise idée initiale, ou la fausse bonne idée, en tout cas, qui par ailleurs ne répondait sans doute pas aux problèmes qui étaient soulevés. Alors ensuite, le Sénat s'est drapé en quelque sorte aussi dans cette image de Sénat protecteur des libertés, qui est une image, j'allais dire, non pas erronée, mais qui est héritée, là encore, d'une constitution ancienne où le Sénat était celui qui, justement, appréciait la constitutionnalité des lois, où il était une espèce de lointain ancêtre du Conseil constitutionnel, mais avec beaucoup moins de pouvoir. Encore une fois, ça va dans le sens de cette garantie de la qualité du texte, je crois, de manière plus générale. Denis Jambard, on n'est pas naïf. Effectivement, la droite ne voulait pas offrir à François Hollande une révision constitutionnelle réussie. Vous le disiez, la déchéance de nationalité pour les binationaux, c'est une idée qui a émergé d'abord à droite. Non, mais vous avez raison. Il y avait une dimension politique très forte et le piégeur a été piégé et tout le monde a été piégé, comme le dit Anne Levan. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Alors bon, on n'a pas encore la composition future du Sénat, mais c'est vrai qu'au fond, ce sont deux ordres différents. Emmanuel Macron, ce qui est sidérant dans sa construction politique, c'est que d'ordinaire, vous avez une construction pyramidale. Vous gagnez les municipales, puis après les départementales, les régionales, et après, la cerise sur le gâteau, c'est des constructions très longues. Regardez Mitterrand, ça a pris plus de 10 ans. Chirac, c'est pareil. Et finalement, vous devenez le parti dominant à travers cette construction pyramidale. Là, c'est fascinant. On a une construction à l'envers. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir absolu en haut, quasiment absolu, mais qui repose, comme vous l'avez évoqué, sur une base électorale très étroite. C'est une pyramide à l'envers. Le Sénat, lui, c'est l'incarnation du système ancien. C'est-à-dire, c'est la production petit à petit d'une assemblée par ces différentes strates de pouvoir conquises par les différents partie de l'ordre ancien, j'ai envie de dire, si il ne rejaillit pas tout d'un coup à la surface, on verra. Donc, si vous voulez, il y a deux formes de légitimité qui vont s'affronter. Et on peut penser que le président de la République, compte tenu de la construction politique qu'il a réussi en une année, va essayer quand même de secouer cet ordre ancien qu'incarne le Sénat. Monde nouveau, monde ancien, Patrick Roger, on va assister comme ça... Je ne dis pas qu'il est dépassé, mais disons, c'était l'ordre précédent. Mais le prochain renouvellement sénatorial sera, à mon avis, très intéressant. Ah oui. D'abord parce que les grands électeurs... appelons-les comme ça, qui forment le collège électoral du Sénat, pour grande majorité, sont des élus locaux, enfin des maires, des conseillers municipaux, des maires, hein, pour la plupart des élus locaux, donc. Et j'ai du mal à imaginer qu'eux-mêmes ne soient pas sensibles un petit peu à ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles et législatives. Quand ils voient ce que votent leurs électeurs, ça peut influer aussi sur leur choix aux élections municipales, aux élections sénatoriales, pardon. Donc, même si dépendra aussi de l'humeur d'opinion, hein. Même si dans cette maison les plaques tectoniques bougent beaucoup plus lentement et doucement qu'ailleurs, qu'à l'Assemblée nationale, je pense qu'il va y avoir un mouvement intéressant aux prochaines élections sénatoriales. Et deuxième chose quand même que je voulais souligner, il y a... Donc, depuis 2008, la révision constitutionnelle de 2008, aucun président n'a été en mesure de mener à son terme une révision constitutionnelle. Et donc, il y a un enjeu aussi ici. Effectivement, parce qu'on va avoir différents groupes constructif, soutenant la majorité présidentielle, en mode alternatif vis-à-vis de la majorité présidentielle, enfin, toute la gamme possible et imaginable. Mais est-ce qu'un président de la République pour une révision, Emmanuel Macron pour une révision constitutionnelle aura une majorité ici au Sénat? Et deux, est-ce qu'il y aura une majorité qualifiée au Congrès?
bien entendu, il y a toujours la voie du référendum, mais est-ce qu'il y aura une majorité qualifiée au Congrès ? Majorité des 3/5. Anne Levade. Et si ça ne passe pas au Sénat avant, de toute façon, on ne peut pas aller au référendum. Il faut le rappeler. Il faut, quoi qu'il arrive, qu'il y ait déjà une majorité au Sénat pour voter le texte. Donc il y a un véritable enjeu pour peut-être que des révisions constitutionnelles, dont certaines sont réclamées de longue date. Je pense au mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, au Conseil supérieur de la magistrature, etc. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron va réussir à les faire passer ? Benjamin Morel. Il y a tout de même quelques difficultés qui, je crois, doivent être prises en compte. La première, c'est qu'en effet, il n'y a pas réellement d'élus locaux République En Marche. Il y en a très très peu. D'abord parce que la République En Marche n'existait pas lors des dernières municipales et des dernières élections locales, et parce que les militants qui peuplent les conseils municipaux, etc., sont quand même plus engagés et moins versatiles que les électeurs, et donc il est peu probable qu'on assiste à un mouvement de masse, et quand bien même ce serait plutôt un mouvement qui viendrait de la gauche, et qui plus est, on a affaire tout de même à un président de la République qui, dans son programme, voulait supprimer la taxe d'habitation, et un Sénat qui trouve son électorat en grande majorité, en tout cas dans une part assez importante, dans la ruralité qui, même au second tour, a préféré Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Donc il y a quand même là une difficulté pour le président de la République qui est importante. Deuxième difficulté importante, justement pour arriver à trouver une majorité au Sénat, on a assez rapidement oublié qu'il y a quelques mois, la France était divisée en quatre blocs. Et là, tout d'un coup, un seul bloc semble attirer un peu comme la lumière, les papillons de nuit, l'ensemble des constructifs de tous bords. Mais si la droite veut continuer à exister demain, elle va avoir besoin de son aile droite. Et pour la majorité sénatoriale, si elle reste à droite, ce qui est encore le plus probable, il va falloir également montrer qu'elle est capable de s'opposer au président en place. Pour conclure, une petite question, Anne Levade. On vient de parler de la révision constitutionnelle qui doit donc porter plus de confiance dans l'action publique. Le Sénat a commencé à se réformer sous l'action d'ailleurs de Gérard Larcher en 2015, en modernisant la procédure, en sanctionnant les absences, tentant de renforcer la transparence. Est-ce que c'était nécessaire pour que le Sénat ait un petit peu plus de légitimité pour commencer à changer son image ? Alors, je ne suis pas certaine que ça ait eu un rôle sur l'image, parce que je ne suis pas certaine que, hormis bien sûr sur la chaîne Public Sénat où on en a parlé, c'était quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans l'opinion, le grand public ou la presse. Je pense qu'il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il y avait une volonté du président du Sénat, effectivement, de mener à bien ces réformes. Et puis, je pense qu'il y avait notamment sur les modifications touchant à la manière d'élaborer la loi, je pense qu'il y avait un besoin, en fait, interne au Sénat. Et donc, c'est plutôt une conjonction de ces deux phénomènes, à mon avis, qui a apporté cela, et qui permet de se prémunir contre des critiques, plus, à mon avis, que de donner une image différente du Sénat, parce qu'encore une fois, on en a peu parlé. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci Anne Levade, merci Denis Jambard, merci Patrick Roger, merci Benjamin Morel. On va continuer la discussion autour de cette réforme du Sénat avec les principaux concernés, les sénateurs eux-mêmes. Mais d'abord, les principaux points de la réforme sont passés en revue par Samia Dechir. Lancée en novembre 2015, la réforme du Sénat devait permettre de rendre le travail législatif plus efficace. Parmi les grands objectifs fixés par le texte, une façon de faire la loi plus attractive. Pour dynamiser les débats en séance, les temps d'intervention ont été réduits à 2 minutes 30 par exemple. Sur ce point, la réforme semble avoir porté ses fruits. Pour la séance 2015-2016, les sénateurs ont siégé 24 heures par semaine en séance, contre 28 heures hebdomadaires lors de la session précédente. Nous sommes sortis de la logique inflationniste. On a siégé un peu plus de 15% d'heures en moins, diminué le nombre d'amendements déposés, mais nous pouvons mieux faire. L'autre grand axe de la réforme, c'est une meilleure organisation de l'agenda. Les réunions sont harmonisées, celles des commissions ont désormais toutes lieu le mercredi matin. Et surtout, la présence des sénateurs aux travaux est désormais contrôlée. En cas d'absentéisme, ils peuvent être sanctionnés. En 2016, 14 d'entre eux ont vu leur indemnité amputée de 2100 €. Difficile pour l'instant de dire si ces mesures ont permis d'augmenter le taux de présence. Chaque sénateur fait l'objet d'un tableau de présence, un tableau trop flou pour les associations citoyennes qui ne permet pas de classement ni de comparaison dans le temps.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Éric Bocquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste, ancien rapporteur des 2 commissions d'enquête sur l'évasion fiscale. On va en parler. Également avec nous Jean-Marie Van Lerenbergh. Bonjour. Bonjour. Sénateur UDI-UC, ancien président de la mission d'information sur le revenu de base. Et enfin avec nous Henri Cabanel. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste, ancien président de la mission d'information sur la démocratie représentative, participative et paritaire. Alors nous allons parler ensemble, messieurs, de tous ces travaux de fond du Sénat, de ces commissions d'enquête, de ces missions d'information. Mais d'abord, un mot peut-être de cette réforme du Sénat. Est-ce qu'elle a changé votre façon de travailler? Est-ce qu'elle a permis une meilleure organisation du travail? Est-ce qu'elle a permis de mieux lutter contre l'absentéisme? Éric Bocquet. Non, elle n'a pas changé fondamentalement mon comportement, même celui de notre groupe, puisque on n'est pas engagé pour nous-mêmes, on est engagé pour les gens qui nous élisent. On a une responsabilité vis-à-vis d'eux, et elle est permanente et elle est quotidienne. On a des comptes à rendre en permanence quand on exerce un mandat, donc il n'a pas fallu ce règlement pour qu'on modifie notre comportement. Alors Jean-Marie Van Lerenbergh, à quoi ça servait ce nouveau règlement selon vous? Je pense que ça a un peu fluidifié les travaux des sénateurs entre les commissions, la séance, incontestablement. Mais je dirais sur le comportement, il y a eu quand même un changement, on peut le noter, chers collègues. C'est la présence, notamment pour le vote, des votes solennels. Oui. La présence le mardi et le mercredi, ça a quand même boosté, je dirais, un petit peu nos amis, certains collègues, qui, je pense, étaient parfois présents d'ailleurs au Sénat, mais dans des instances diverses et variées. Là, ça a été un point de rassemblement et qui était, comme ça, visible. Je crois que la visibilité était très importante. Parce qu'on parle beaucoup de l'absentéisme, mais il y a aussi eu, bien sûr, l'organisation qui a été modifiée. Henri Cabanel, vous l'avez constaté aussi? Oui, il y a eu quand même un changement fondamental, ne serait-ce que par rapport à la présence aux questions au gouvernement, au vote solennel, c'est vrai. Mais il faut quand même aller encore un petit peu plus loin, me semble-t-il, car notre devoir, et notre collègue Bocquet venait de le rappeler, c'est l'intérêt général. Et dans les convictions qui sont les nôtres, défendre donc nos convictions. Et je pense que c'est un devoir que d'être présent en séance sans que pour autant il y ait un règlement. Il y a un règlement, il va dans le sens, il faut aller plus loin pour que, effectivement, que ce soit en commission ou en débat public dans les séances, il y ait davantage de présents, car, il faut le constater, quand l'heure tardive arrive, il y a quand même de moins en moins de sénateurs présents dans l'hémicycle. Alors Jean-Marie Van Lerenbergh, dans le sujet que l'on vient de voir, on voit aussi que les associations citoyennes qui font de la veille sur le Sénat déplorent tout de même qu'il n'y ait pas assez d'informations là-dessus, qu'il n'y ait pas assez de transparence. Ils disent que les tableaux de présence, par exemple, ne sont pas lisibles. Est-ce que le Sénat joue la transparence jusqu'au bout? Je crois qu'il n'y a personne qui s'y oppose. Je pense qu'effectivement, il y a des progrès à faire. Je pense qu'il est préférable d'ailleurs que ce soit le Sénat lui-même qui tienne les tableaux, que des associations diverses et variées qui prennent des critères parfois un peu discutables pour mesurer notre présence. Donc moi, je suis favorable à ce que ça soit publié en toute transparence. Éric Bocquet? Oui, moi je n'ai aucune réserve non plus sur la transparence nécessaire, mais je pense qu'il existe des sites, des associations qui ont accès aux données et qui rendent compte avec des graphiques, des courbes, des couleurs, etc., de l'activité de chacun et chacune des sénatrices. Moi, transparence, ça va de soi, oui. Est-ce que vous pensez que ça a contribué à améliorer l'image du Sénat, le Sénat qui a été beaucoup critiqué? Oui, je pense que ça a contribué à améliorer son image et son utilité est mise en avant également parce qu'on s'arrête parfois à la surface des choses et c'est un peu l'époque qui veut cela. Mais non, je pense qu'il y a eu un véritable effort fait. D'ailleurs, le président Larcher, je veux saluer ce travail, y a contribué pour une grande part et il fallait mener ce travail, il fallait y passer. Henri Cabanel, cette transparence, elle est devenue essentielle pour les citoyens. D'ailleurs, réconcilier les citoyens avec la classe politique, c'est bien le problème duquel vous êtes parti pour la mission d'information sur laquelle vous avez travaillé. Tout à fait. Le constat et le diagnostic partagé par tous, c'est la méfiance donc des citoyens vis-à-vis des élus. Et notamment des parlementaires, mais ça ne touche pas que les parlementaires. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis quelques décennies, au niveau des scrutins électoraux, qu'ils soient municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, on sent qu'il y a un désintérêt donc, des citoyens de venir participer, et on vient de le constater là pour les législatives avec un taux record d'abstention. Donc il était tout à fait logique que l'on puisse s'intéresser à la démocratie. D'ailleurs, sous l'impulsion d'un de vos collègues, M. Philippe Bonnecarrère de l'UDI
Husset, qui était rapporteur, et qui a proposé donc cette mission sur la démocratie qui a été très intéressante à mener. Donc ces missions d'information, c'est l'occasion de prendre du recul, de la hauteur sur certains sujets. Jean-Marie Van Lerenberghe, la mission d'information sur le revenu de base vous a permis, par exemple, d'écouter la parole de Lionel Stoléru, ancien ministre, créateur du RMI, aujourd'hui disparu. Eh bien, on va écouter cette parole. C'était le 30 juin 2016. La solution au problème fondamental de manger, c'est de donner de l'argent. Nous y voici. Ce sujet me préoccupe depuis longtemps. Bon, je suis un enfant de la guerre, un enfant d'une famille juive immigrée qui a vécu pendant la période nazie dans le dénuement le plus total. Et voir que le problème de base de l'alimentation dans une société comme la France n'est pas bien résolu, comme je le disais, c'est pour moi intolérable. C'est un moment de grande émotion, Jean-Marie Van Lerenberghe, que cette audition, une parole très sage. Est-ce que vous avez un commentaire à faire peut-être sur ces moments tout de même qui peuvent être très forts lors de ces... Il est certain que il y a des auditions plus marquantes que d'autres, et celle de Lionel Stoléru était effectivement un moment inoubliable, d'autant plus que quelques jours après, malheureusement, il disparaissait. Je dois dire que son expérience, son témoignage, puisque c'est un peu l'inventeur du RMI, pour le revenu de base, qui est toujours en question, à proprement dit, était essentiel. Tracer et donnait plutôt une dimension politique, vous voyez, alors que nous étions dans les chiffres, dans l'analyse un peu théorique, il a apporté de la chair, de son expérience. C'est ça que nous vivons, et je dis que ces missions d'information, elles sont irremplaçables. Et je peux dire qu'on a réussi à l'unanimité de tous les groupes à voter un texte qui prévoit d'ailleurs l'expérimentation d'un revenu de base. C'est assez difficile et délicat à mettre au point, mais ça ouvre des perspectives, et c'est le rôle, je crois, de nous, parlementaires, que dans un débat qui est devenu d'ailleurs très public ensuite sur le plan au niveau présidentiel, pendant la campagne, qu'on apporte des éléments de base chiffrés, des éléments de réflexion, pour éviter qu'on ne dérive sans contrôle, quoi. Voilà. Est-ce que cette audition, par exemple, c'est un moment de bascule un petit peu? Est-ce que avant cela, avant d'entendre la parole de Lionel Stoléru, on n'est pas sûr de vouloir cette expérimentation, puis on entend ce témoignage. Après, c'est impossible de ne pas être d'accord avec au moins l'expérimentation. Je pense que ça, effectivement, ça fédère, parce qu'on sait que d'ailleurs Lionel Stoléru a été à la fois ministre de Giscard d'Estaing ou conseiller de Giscard d'Estaing, puis ensuite ministre de François Mitterrand. Donc, à l'évidence, on était dans justement un moment de bascule, comme vous dites. Les réticences qu'il pouvait y avoir à droite et à gauche se sont en partie levées. Henri Cabanel, est-ce que ces missions d'information, c'est l'occasion effectivement de prendre de la hauteur sur un débat? Là, si on prend cet exemple, effectivement, il y avait le débat très politicien de la primaire de la gauche. Le revenu universel a fait l'objet d'un débat très dur. Et puis bon, voilà, il y a les missions d'information qui a un travail davantage de fond. Ah oui, tout à fait. Et j'ai ressenti la même expérience que vient de décrire mon collègue, à savoir, c'est quand on auditionne donc des experts, des chercheurs, que notre sentiment évolue et que notre idée se fait un petit peu plus, se resserre un petit peu plus sur les visions que l'on a. Et je puis vous dire que dans la mission d'information sur la démocratie, que ce soit mon collègue rapporteur ou mes collègues qui ont participé à cette mission, avaient une idée quand ils sont arrivés, et au fur et à mesure des auditions, il est vrai que suivant les personnages qui sont audités, à un moment donné, ça nous ouvre des perspectives de vue que l'on n'avait pas forcément avant de démarrer la mission. Donc, elles me paraissent indispensables, ces missions.
Oui, alors Éric Bocquet, par exemple, eh bien, sur l'évasion fiscale, vous étiez en plein dans une thématique d'actualité. Il y a eu énormément d'actualités sur ce sujet. Très récemment, les Panama Papers, par exemple, et même à l'époque où vous travaillez, eh bien, le scandale HSBC. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous donnait un autre regard sur cette actualité? Plus que cela, ces commissions d'enquête dont j'ai eu la chance d'être le rapporteur à 2 reprises ont transformé mes convictions en certitudes. Et je veux ici saluer le travail extraordinaire qui a été fait par les administrateurs du Sénat, les commissions des finances ou des affaires européennes. C'est un outil extraordinaire, une capacité de travail fabuleuse, vraiment, qui nous permet d'avancer, travailler sur le fond et d'apporter vraiment, je crois, à la société globalement, une véritable utilité politique au sens large du terme. Est-ce que ce sont des travaux sur lesquels vous trouvez qu'il y a suffisamment d'attention médiatique? Je pense par exemple, lors de vos travaux, il y a eu un moment de grande mise en lumière. Eh bien, ça a été un coup de communication. C'est par exemple lorsque vous avez fait venir DSK. Est-ce que ça participe à tout cela, de pouvoir mettre en lumière des travaux, un petit coup de communication? Oui, cette audition-là a été mise en exergue alors qu'il y en avait eu 85 avant. Bon voilà, on sait les raisons pour lesquelles c'était mis en avant. On a vu la nuée des journalistes ce jour-là, et on voit les images justement. Voilà. C'était absolument délirant, un moment absolument fabuleux. Mais voilà, c'était pas le but, parce que j'ai entendu certains commentaires qui nous disent oui, mais c'était un coup médiatique. Non, véritablement, on travaillait depuis 5-6 mois sur le sujet. Voilà, on voulait entendre l'ancien directeur du FMI. Vous n'étiez pas contre un coup médiatique? Non, pas du tout. Non, ben voilà, il se trouve que voilà, c'est les médias que je ne maîtrise pas, comme vous le savez. Mais voilà, ça a permis de donner un peu de lumière. Mais sur d'autres sujets, travailleurs détachés, le handicap, on se rend compte quand même que ce travail n'est pas vain, des étudiants, des journalistes, quelques années plus tard, se saisissent de ces rapports qui sont de grande qualité partout. Moi, il m'arrive de me saisir de rapports de collègues sur d'autres thématiques qui sont de véritables outils et qui vivent dans la durée. Et ça, c'est important. Alors, Éric Bocquet, les commissions d'enquête se heurtent parfois également à des difficultés. Ça a été le cas pour la vôtre. Vous avez été confronté à un témoignage qu'on pourrait qualifier de douteux, celui de Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, qui avait nié devant les sénateurs avoir des activités au Panama. Petit retour sur cette histoire. Nous sommes en mars 2016 et c'est notre journaliste Sandra Sarkera qui suivait à l'époque le dossier. Pour une grande majorité des 26 sénateurs présents, les propos du patron de la Société Générale, lors de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale en 2012, ont pu comporter une part d'ambiguïté. Mais ils ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faux témoignages. Frédéric Oudéa avait déclaré à l'époque que sa banque n'avait plus aucune activité au Panama. Pour Philippe Dominati, ne pas le poursuivre en justice est une décision de bon sens. Il y a une instruction approfondie qui a été menée. Chercher à instrumentaliser la justice par l'intermédiaire du bureau du Sénat, c'était vraiment une mauvaise décision sur le plan politique et sur le plan d'une polémique inutile. Une décision qui ne grandit pas le Sénat, estime Éric Bocquet. Le sénateur assure que des zones d'ombre persistent. Nous avons mis en regard les déclarations de M. Oudéa sous serment le 17 avril 2012 et les révélations des Panama Papers qui n'ont pas complètement été démenties par la Société Générale aujourd'hui. Nous ne demandions pas, nous, que le Sénat, dont ça n'est pas la fonction, statue et tranche au niveau de la justice, mais transmette le dossier à la justice pour que, justement, une enquête préliminaire soit menée. Les militants d'attaque qui viennent de mener une nouvelle action de blocage de la Société Générale dénoncent un scandale qui donne une fois de plus le sentiment que les banquiers seraient au-dessus des lois. Éric Bocquet, est-ce que cela pose les questions des limites d'une commission d'enquête parlementaire? Comment est-ce qu'on vérifie qu'un témoignage est vrai, par exemple? C'est un vrai problème? Il y a un outil qui s'appelle la justice, qu'on aurait pu saisir, puisqu'ils sont compétents. Et voilà, le Sénat, malheureusement, a décidé de ne pas donner suite, alors que la décision contraire avait été prise concernant le professeur Roubillet, qui lui aussi avait été convaincu de faux témoignages devant une commission d'enquête sur la pollution de l'air quelques années plus tard. Oui, Jean-Marie Van Lerenberg. D'ailleurs, le Sénat, lui, s'est porté partie civile dans cette affaire de faux témoignages présumés, celui donc du professeur Aubier devant la commission d'enquête sur la pollution de l'air. Est-ce que ça montre aussi que le Sénat ne tolère pas qu'on lui mente cette première action en justice dans ce cas précis? C'est toute la crédibilité, effectivement, des commissions d'enquête et du Sénat. Si, effectivement, on tolère les faux témoignages, on peut fermer la porte, quoi. C'est tout. On ne pourra plus effectivement être crédible. Or, vous citiez tout à l'heure sur le revenu de base. Le rapport a eu un succès phénoménal. 5 fois, il a fallu le rééditer. Il a été demandé partout et même à l'international. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas gâcher
ces moments très précieux que nous avons d'enquête ou d'information qui, je crois, donnent toute la noblesse au travail des sénateurs. Oui, effectivement, c'est un travail en plus transpartisan, hein, vous le disiez. Ça, c'est clair. C'est souvent que nous aboutissons à un consensus parce qu'on travaille en profondeur et on essaye effectivement de dépasser des clivages idéologiques pour nous en tenir aux faits et essayer de trouver des solutions. Henri Cabanel, cette action en justice du Sénat, c'est un vrai signal à l'égard des personnes auditionnées par rapport au sérieux, à la vérité réclamée par le Sénat. Mais c'est ce qui nous permet et qui nous permettrait la crédibilité qui est la nôtre sur le travail fourni. Et je voudrais insister sur tous les travaux qui sont menés par les sénatrices et les sénateurs, bien sûr accompagnés des services du Sénat et des administrateurs qui ont une réelle compétence. Et même si il y a certaines missions qui peuvent effectivement avoir un succès, ce qui est dommageable, c'est que d'autres en ont moins et qu'il me semblerait nécessaire que le rôle aussi des sénateurs et des sénatrices, c'est sur leur territoire, pouvoir bénéficier de tous ces travaux et les décupler au niveau des départements sur lesquels ils sont élus. En tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner et c'est ce que je fais, en tout cas, dans la mission qui a été la mienne, d'essayer d'informer au plus près des territoires, donc sur nos territoires, du travail formidable qui est fait par les missions effectuées. Éric Bocquet, de quel pouvoir dispose une commission d'enquête parlementaire ? Eh bien, les gens que nous souhaitons entendre sont obligés de se présenter devant la commission d'enquête et elles interviennent sous serment, ce qui n'est pas rien, comme on le ferait au tribunal. Donc c'est un vrai outil d'investigation efficace. Et hormis cela, vous avez des possibilités de recherche dans des documents, oui, la commission. Absolument. Pendant les 6 mois d'existence de la commission d'enquête, le rapporteur a les mêmes pouvoirs. On ne peut pas lui opposer le secret fiscal, par exemple. Donc j'ai les mêmes pouvoirs pendant 6 mois que le ministre des Finances ou le président de la commission des Finances. Mais ça dure 6 mois. Mais c'est un vrai outil. Et alors, par exemple, lorsque l'on voit tout de même que, très souvent, les affaires sont tout de même sorties par des journaux. Oui. Ça a été le cas pour l'affaire Aubier, ça a été le cas encore pour les Panama Papers. On se rend compte qu'il y a tout de même une limite aux commissions d'enquête. Oui, vous avez raison, c'est une vraie question. Le Parlement souverain devrait pouvoir lui-même, non pas réagir à des affaires qui sont révélées par d'autres acteurs, dont la presse notamment, mais être aussi moteur dans les investigations à tout moment. Alors une autre commission d'enquête qui a marqué l'histoire du Sénat ces dernières années, c'est la commission d'enquête sur le djihadisme. Là encore, il y a parfois des hasards et des coïncidences lorsque les travaux de la commission d'enquête sur le djihadisme rencontrent l'actualité malheureuse, bien sûr, des attentats. Nous sommes en janvier 2015, quelques semaines après les attentats de Charlie. Écoutez. Il se trouve que cette table ronde était programmée déjà depuis plusieurs semaines sur le thème de l'Internet et du terrorisme djihadiste et que le talent ou la chance font concorder cette table ronde avec le déclenchement de la campagne gouvernementale sur les réseaux du contre-discours et de la lutte antiterroriste. Donc la prise de conscience de l'usage d'Internet est évidemment très ancienne. La loi du 13 novembre 2014 comporte différentes dispositions que nous avons votées ou non concernant le blocage des sites, puisque ça pose un problème, puisqu'il s'avère qu'une grande partie à la fois des conversions, à la fois de l'endoctrinement et à la fois de la propagande passe par ces réseaux Internet et que Internet est un vecteur incontournable de la promotion du djihadisme, ce qui met les réseaux au cœur du dispositif de notre commission d'enquête. Mais on a beaucoup dit que le Sénat rencontrait de l'actualité à travers ses travaux de fond, mais là, on le voit, le Sénat avait même anticipé cette actualité, Jean-Marie Van Lerenberg. Oui, tout à fait. C'était à l'initiative d'ailleurs de Nathalie Goulet et de la commission compétente. Voilà. Jean-Pierre Sueur, André Richard, notamment, qui ont travaillé sur ces sujets. Et effectivement, malheureusement, je dirais, dans ce cas-là, la commission a été... je dirais, en plein cœur de l'actualité. Et donc ces conclusions, du même coup, rejoignent ce que disait tout à l'heure Éric Bocquet, c'est-à-dire que là, on a pris une initiative heureuse dans un contexte difficile. Et je pense qu'il faudrait être beaucoup plus réactif, mais
il faut aussi tenir compte du temps et du travail qui est engagé par ailleurs. On n'est pas aujourd'hui, disons, sénateur presse-bouton, quoi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des pouvoirs qui sont insuffisamment utilisés dans les commissions d'enquête? On pense par exemple au contrôle sur pièces, sur place, à Bercy. On se rappelle, la commission des finances, à une époque, avait fait des déplacements assez spectaculaires à Bercy, par exemple. Éric Bocquet. Oui, je crois qu'il faudrait que les parlementaires, par exemple de la commission des finances, soient même en dehors d'une commission d'enquête habilités à demander des comptes au gouvernement. Dans les fonctions du Parlement, il y a aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Il n'y aurait rien de choquant, il ne s'agit pas de déballer sur la place publique, mais que les parlementaires habilités, légitimes, soient tout à fait en droit de rendre des comptes, de demander des comptes à tout moment de leur action. Alors, peut-être pour conclure, on va essayer de se projeter un petit peu sur les prochains mois. Comment le Sénat, selon vous, Henri Cabanel, doit agir pour peser ces prochains mois face à une Assemblée nationale renouvelée? Quelle doit être la carte à jouer? Au-delà du Sénat, je pense que les parlementaires, par rapport donc à la leçon que nous devons tirer de ces dernières élections, doivent bien comprendre, et c'était aussi l'objet de la mission sur la démocratie, que la politique exercée jusqu'à aujourd'hui a vécu et qu'il faut effectivement peut-être changer de méthode pour faire de la politique. Et je pense que le Sénat est à même de montrer l'exemple sur cette façon de voir les choses. Dans toutes les auditions que l'on a eues, personne n'a remis en cause la démocratie représentative, qui est le résultat de l'onction du suffrage universel. Personne, même pas les associations citoyennes. Sauf que il faut qu'on se rende bien compte qu'il y a aujourd'hui tout un tas d'outils qui sont créés par des associations citoyennes, que nous devons avoir une attention particulière sur ces associations et, à travers notre méthode, mettre en place et faire rentrer un petit peu de démocratie participative qui permettrait donc aux citoyens de retrouver la confiance qu'ils ont perdue vis-à-vis donc de l'action politique. Éric Bocquet, est-ce que le Sénat peut faire rentrer cette carte de la démocratie participative? Est-ce qu'il doit aussi utiliser cette expérience que nous avons décrite, accumulée, qui peut-être va manquer à une Assemblée nationale nouvelle? Oui, effectivement, on est dans un système bicaméral. Et moi, je crois beaucoup, comme beaucoup de mes collègues, au système bicaméral. Donc, on a une Assemblée qui est escalée par la volonté des élections. Et je pense que le Sénat, dans ce contexte-là, peut avoir un rôle spécifique à jouer, notamment du point de vue des collectivités. Pas seulement, mais nous sommes d'abord et avant tout l'Assemblée des collectivités. Je pense qu'on a besoin d'équilibre dans cette République. Et avec une hyper-présidence et une majorité historique à l'Assemblée, il y a besoin d'un Sénat qui tienne sa place et toute sa place. Le Sénat, parce qu'il représente les collectivités, assure un peu plus de stabilité, selon vous, Jean-Marie Van Lerenberg? Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, bien sûr, et c'est une évidence. Je pense qu'au Sénat, il y a une expérience qui est accumulée compte tenu, effectivement, de l'expérience des uns et des autres, souvent maires ou présidents de département, etc. Je crois qu'il serait bienvenu de la part du gouvernement et de la part de l'Assemblée nationale, parce que nos collègues à l'Assemblée nationale ne sont pas toujours très ouverts aux avis du Sénat. Il suffit de se rendre compte dans les CMP des difficultés parfois que nous rencontrons. Je pense que nous devons, nous, entrer dans ce qu'on appelle la co-construction législative, mais pour ça, il faut que nous ayons en face de nous des ministres, un gouvernement qui soit ouvert à la concertation, ouvert à la discussion, et je pense que dans ce cas-là, nous pourrions apporter notre pierre à l'édifice fondée sur l'expérience. Et vous pensez que c'est le cas? Elle est très très importante. Ce gouvernement est-il ouvert? Si je m'en réfère à la pratique que Monsieur le ministre Emmanuel Macron, devenu aujourd'hui président de la République, avait démontré lors de la loi en discussion au Sénat, je dis oui. Il suffit que les ministres copient ce que le ministre Emmanuel Macron avait fait ici. Avait fait à l'époque. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci Jean-Marie Van Lerenberg, merci Henri Cabanel, merci Éric Bocquet et merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le Sénat, les spécificités du travail au Palais du Luxembourg et les enjeux du dialogue entre les deux chambres. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.